C'est officiel, Tim Cook passe la main. Pourquoi quitte-t-il Apple et surtout pourquoi maintenant ? Quel bilan après 15 ans à la tête de la première entreprise mondiale ? Son successeur, John Ternus, est-il l'homme de la continuité ou celui de la rupture ? Apple va-t-elle enfin accélérer sur l'innovation et surtout sur l'IA ? La firme à la pomme est-elle à un tournant de son histoire ? Débat. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Comme toujours, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, continuez à nous soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous nous retrouvez également en version audio sur Apple Podcast, Spotify et Deezer. Et bien sûr, n'oubliez pas de rejoindre le club ORLM, la version premium de l'émission avec accès anticipé aux coulisses. Allez, cette semaine pour débattre, m'accompagne Laurent Pantanach. Salut Laurent. Bonjour tout le monde. En duplex, Jérôme Colombin de l'excellent podcast Mon Numérique. Salut Jérôme. Salut Olivier, bonjour à tous. Et en duplex également notre expert, entre autres, des puces et de l'IA chez Apple, Fred Crassa. Salut Fred. Salut Olivier, salut l'équipe et salut à Jérôme. Alors c'est officiel les amis, après des mois de rumeurs, Tim Cook va passer la main en septembre prochain à John Ternus. Tim Cook ne quitte pas Apple puisqu'il va devenir chairman, à savoir le président du conseil d'administration. Alors les amis, question simple, pourquoi Tim Cook annonce son départ ? Premier chapitre de cette émission. Alors les amis, question simple, peut-être avec Laurent pour commencer. Pourquoi, selon toi, il choisissait ce moment pour s'en aller et annoncer son départ, du moins de la présidence exécutive d'Apple ? Je vois deux raisons potentielles. La première, son âge, tu vois, il a plus grand chose à prouver. La deuxième, il est au sommet de ce que potentiellement il devrait pouvoir faire chez Apple. Tu vois, il a un résultat comme relativement succès. On va en parler dans un instant. Ouais, non, Parlons toi, plus de sa personnalité. On sait que c'est un bourreau de travail, qu'il vient d'avoir 65 ans. Au-delà, Fred, Jérôme, il a passé finalement aux commandes d'Apple plus de temps que n'importe quel président, y compris du temps de Steve Jobs. Et on sait que c'est des métiers qui sont, je dirais, être président d'une big tech ou d'une grande entreprise, c'est quasiment être président d'un gouvernement en termes de charge mentale et de charge professionnelle. Hein. Donc c'est dur. Ouais, ça c'est tout à fait vrai. On voit l'importance que les big tech ont prise dans le paysage, y compris géopolitique aujourd'hui. Et tu as raison, aujourd'hui, un patron d'une entreprise comme ça, il est obligé de côtoyer aussi même des chefs d'État. Enfin, on a en tête cette image de tous les patrons de big tech autour de Donald Trump, etc. Ils ont un rôle dans ce qu'ils appellent eux-mêmes les affaires publiques de plus en plus important. Après, maintenant, pourquoi il part ? Je pense que, oui, certainement, il avait fait le tour. Moi, il me semble qu'il en avait encore sous le pied, parce que c'est un monsieur qui a quand même une hygiène de vie, apparemment assez incroyable, une espèce de discipline de fer. Il se lève tous les jours à 4 ou 5 heures du matin. Il va courir. On a vu sur les réseaux sociaux la photo du bar du Starbucks où il va prendre son café tous les matins, pile poil, à 5h30. Enfin, on sait qu'il est complètement psychorigide comme garçon et qu'il a l'air plutôt en bonne santé. Donc, c'est pas parce qu'il est au bout du rouleau. Je pense que c'est peut-être lui, il a fait le tour de la question et puis il se dit pour Apple, c'est peut-être pas plus mal qu'il y ait un nouveau souffle aussi. Et au-delà, Fred, on le disait à l'instant, il est resté aux commandes d'Apple. C'est l'ère la plus importante pour un CEO d'Apple, plus que Steve Jobs aujourd'hui. Oui, c'est une ère très importante et en plus, pour rejoindre ce que dit Jérôme, je pense qu'il a été le personnage peut-être même plus adapté à cette évolution des entreprises tech que l'aurait pu faire Steve Jobs par rapport à ce milieu politique où Steve Jobs aurait été peut-être plus maladroit, beaucoup plus direct. On connaissait sa personnalité et il a beaucoup de qualités. Tim Cook, c'est quelqu'un de très cérébral, mais c'est pas un impulsif. Il est sang-froid. C'est quelqu'un dont on a du mal à le cerner aussi, parce qu'il est plutôt privé, un peu comme John Ternus, on en parlera. Donc je pense qu'il a été la bonne personne au bon moment dans des
des moments où c'était compliqué avec Trump et sur la scène politique, même avec les Chinois, et parce qu'on parle souvent de Trump, mais les Chinois, ça n'a pas été non plus très facile de traiter, je pense, avec les Chinois par rapport aux différentes conditions bien avant Trump, sur la partie vie privée, comment s'installer, comment produire en Chine tout en gardant ses valeurs. Souvenez-vous, il y a Facebook qui s'est fait virer, Google aussi, etc. Lui, il a réussi quand même par ce côté hardware aussi à rester en Chine. Donc c'est quelqu'un qui est là, qui restera là, parce que je pense que la définition, on en parlera, mais la définition des postes va peut-être évoluer aussi. Il faisait quand même les deux, c'est-à-dire le côté très opérationnel, les produits, quand même, c'était quand même lui qui décidait de certain nombre de choses, et en même temps des choses qui relèvent plutôt du conseil d'administration, par rapport à la bourse, par rapport à la politique, à des choses comme ça. Et peut-être que, d'ailleurs, dans les groupes, on discute de ça, de comment la gouvernance, ce qu'on appelle la gouvernance, comment un CEO et comment un chairman, sur quoi il travaille. Et peut-être que c'était difficile aussi pour lui d'exercer les deux. Donc c'est bien qu'il soit chairman, moi je trouve. Et au-delà, ça fait 15 ans de règne au sein de commande d'Apple, donc plus que Steve Jobs. Mais en fait, il est là depuis beaucoup plus longtemps que ça. Il est là depuis presque 30 ans. Ça fait 28 ans qu'il est là, quoi. Tu vois, il était passé avant par IBM et Compaq. Ouais, mais tu vois, c'était... il a un parcours qui est... Tu vois, il n'est pas en mode burn-out, ça, c'est clair, je suis d'accord avec Jérôme, mais on sent qu'il a d'autres envies aujourd'hui. On sait que récemment, il a un peu investi dans l'immobilier, enfin des choses comme ça. Donc, on sent qu'il veut changer de rythme et ça peut se comprendre. Il avait toujours laissé un peu passer. On sait qu'il est militaire dans son mode de fonctionnement. On parlait tout à l'heure de sa routine. Vous dites 4-5 heures, 5-6 heures, je ne sais plus ce que vous aviez dit. Moi, j'ai entendu qu'il se levait à 3h45 et qu'il mangeait 700 emails au réveil. Non, mais à 4h30 au Starbucks. Ouais, 4h30 au Starbucks. Après, on sait qu'il va faire du sport, que tous les jours, il fait au moins 1 heure de sport. Lui-même l'avait dit dans plusieurs interviews. On a appris qu'il s'était fait construire le penchant de l'autre côté. De l'autre côté, il y a la routine, et de l'autre côté, on sait qu'il s'est fait construire une maison aux alentours de Palm Springs. Donc, potentiellement, il a peut-être, tu vois, c'est peut-être le moment de se dire, je vais peut-être un peu plus profiter. De la vie. Et puis, accessoirement, il a de quoi profiter de la vie. Il est multimillionnaire. Il avait dit qu'il donne déjà beaucoup. On sait que c'est un des plus gros donateurs, de façon plutôt même, je veux dire, non, c'est pas officieux, parce qu'on sait qu'il donne, mais c'est pas non plus, tu vois, on le voit pas en train de signer le chèque pour dire j'ai donné à telle association, quoi. Donc il est quelqu'un de plutôt neutre en termes de personnes. On a fait plusieurs émissions. Rappelle-toi, j'avais lu en entier sa biographie quasi officielle à l'époque pour aller chercher des choses. Et j'avais dit il est temps qu'il parte. Et c'était il y a longtemps, il y a peut-être 4-5 ans, parce que nous, en tant qu'aficionados d'Apple, on avait envie de piment, on avait envie même d'un côté un peu badass, en mode Steve Jobs. Mais en tant que résultat et que ce qu'il a fait, c'est monstrueux ce qu'il a réussi, quoi. Il n'y a pas beaucoup de CEO. Et déjà à l'époque, on avait comparé, tu te rappelles, on avait fait cette courbe où j'avais mis l'augmentation du cours, la multiplication du cours d'Apple. L'ère Tim Cook, c'est imbattable, quoi. À ce côté-là, oui. Mais on va faire en fin d'émission le bilan complet de l'ère de Tim Cook. Au-delà, pourquoi a-t-il choisi ce moment, cette semaine, pour annoncer son départ ? Alors qu'il y a encore quelques semaines, les amis, peut-être avec Jérôme, il avait démenti les rumeurs de démission à nouveau, qui se sont multipliées, ces rumeurs, on les entend depuis des mois, Laurent l'a dit. Récemment, il était interviewé à Good Morning America pour les 50 ans d'Apple, et il avait balayé d'un revers de la main cette rumeur en disant je suis là pour longtemps, et puis 15 jours plus tard, boum. Est-ce que tu comprends ce revirement ? Moi, je le comprends tout à fait, parce que c'est pas du tout un virement, c'est simplement qu'il ne pouvait il ne pouvait pas répondre. Il pouvait pas répondre à cette question tant que c'était pas officiel. Tu imagines Tim Cook disant ah oui, peut-être, c'est vrai, on discute, il n'est pas impossible que je lâche l'affaire et que je passe la main. Mais le bazar immédiatement que ça aurait semé partout, au niveau du cours de bourse, au niveau de plein de choses. Donc, de toute façon, il ne pouvait pas faire autrement. Il n'est pas maître de sa communication pour ce truc-là. Il était obligé de dire non, même si en coulisses tout était déjà joué, ou en tout cas tout était déjà sur les rails. Moi, ça me surprend pas. Laurent.
Ah ouais, après, si on regarde le calendrier, il a pas la fenêtre de tir, elle est quand même assez étroite. C'est entre les lancements produits, les Ben 50 ouais. ans d'Apple. Non, mais il y a la Dub qui arrive le 6 juin, c'est-à-dire que c'est dans un mois, donc ils sont en train de la J'espère que caler. je règle mon micro en attendant. Ils sont en train de la caler, Virer. de caler la Dub. Il y a les annonces de la rentrée. On sait que les annonces de l'iPhone, c'est septembre. Donc ça veut dire que potentiellement, tu peux pas le faire au milieu des annonces. Tu peux pas dire le 1er septembre, tiens, je sors. Tu vois, il faut que ce soit un moment où ça a aucun impact sur les produits et potentiellement sur le cours de bourse. Hein, tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que ça peut pas être trop près de la Dub. Ça peut pas être après la Dub parce que on n'aurait pas compris que c'est pas été annoncé lors de cet événement. Ça peut pas être avant non, mais ça peut pas être avant. Ça peut pas être avant les produits. On sait qu'il y a une fenêtre de tir de 2 mois entre septembre, octobre, entre les iPhones, les Apple Watch, et puis après il y a Noël qui arrive. Donc grosso modo, la seule période calme après les 50 ans d'Apple, c'était maintenant. Donc je suis assez. Au-delà, Fred, on pensait que on savait qu'il y avait aussi un problème au niveau du conseil d'administration, puisque le patron du conseil, enfin oui, c'est ça, le chairman précédent, Art Levinson, était là pour longtemps, qu'il atteignait la limite d'âge. Oui. On a vu finalement que Apple prolongeait cette faculté de rester plus longtemps. On se disait donc ça va laisser du temps à Tim Cook. En fait, non, c'était encore une fois une fausse piste. Hein. Ouais, je pense que la limite d'âge du chairman ou même la position personnelle du chairman a joué quand même beaucoup. Il y avait quand même une possibilité de le faire. On savait qu'il y avait un créneau qui était autour de mars où il fallait réélire ou pas, etc. Février. Donc je pense que février, parce que ok, il prend la place du chairman actuel, mais l'autre n'est pas licencié avec grand fracas, etc. Ça se fait quand même de façon courtoise, etc. Mais il reste au sein du conseil d'administration, voilà. Carrément. Ils ont même créé un poste sur mesure. Hein. Voilà, donc il a fallu, je pense, négocier. Je pense que Tim Cook, ça lui plaît aussi d'être à ce niveau-là. Je pense qu'il va récupérer aussi peut-être des aspects politiques, comme je disais, très délicats, où l'humain est hyper important, notamment avec Trump. Et c'est pas John Ternus, malgré toutes ses qualités, qui peut directement assumer une relation facile avec soit les Chinois, soit Trump. Ça prendra peut-être un peu plus de temps. Donc il y aura peut-être une recomposition de la gouvernance, comme ça arrive souvent dans les groupes. Ouais. Et puis, il faut pas oublier aussi que il y a quand même un problème quand même de jeunesse au niveau de ce conseil de l'équipe exécutive qui traîne depuis assez longtemps. Ternus, il a 50 ans, mais la plupart quand même sont d'une génération plutôt ancienne. Ça manque un petit peu de diversité. C'est bien d'avoir une image plutôt jeune par rapport à d'autres groupes, à d'autres startups, etc., d'avoir une image rajeunie. Je pense qu'il savait aussi qu'il ne représentait pas forcément le futur. Le futur, c'est aussi important pour une boîte tech d'avoir des leaders charismatiques. Quand Ballmer est parti pour Microsoft et qu'il y a eu Satya Nadella, tout le monde était content d'avoir... Voilà, ça respire. Il a fait un sacré boulot, hein, Cook. Donc, il n'est pas resté 5 ans. Hein. Alors, Jérôme, c'est vrai que... je ne sais pas si on en a discuté récemment ensemble, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire, quand on regarde d'autres directions de grands big tech, que... la direction d'Apple, c'est un peu les vieux du Muppet Show. Là, il fallait donner un petit coup de jeune, c'est clair. Ah oui, c'est sûr. Ben oui, mais regarde ces entreprises que nous on a connues naissantes ou presque. Ben oui, voilà, Apple a 50 ans, Microsoft aussi, etc. Et Pas leurs toi, dirigeants tu rajeunis avec. de jour en jour, mon cher Jérôme. Merci toi aussi. Mais ça n'empêche pas que eux ne rajeunissent pas et ils continuent d'incarner ces entreprises qui, malgré tout, la tech, ça a toujours été associé à une image de modernité et de jeunisme aussi. Alors c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, mais voilà, pour aller de l'avant, pour enfoncer des portes, pour créer de nouveaux usages, pour inventer de nouveaux produits, pour être à l'affût, etc. Il faut quand même une certaine fraîcheur et pour prendre des risques. Même s'il ne faut pas se leurrer, au-delà des hommes, ces boîtes-là sont devenues tellement énormes. C'est ce qui fait qu'elles ont aujourd'hui parfois du mal à prendre certains virages. Bon, même si elles s'en sortent pas trop mal, on l'a vu notamment avec Microsoft ces dernières années. On parlait d'Art Levinson, donc l'ancien président du conseil d'administration, le chairman. Il était membre du conseil d'administration depuis
depuis l'an 2000. Il est passé président du conseil d'administration là, lors du décès de Steve Jobs, puisque c'était le rôle qui lui était prédestiné lorsqu'il a passé la main à Tim Cook, malheureusement. Et aujourd'hui, donc, il est Lead Independent Director. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais en gros, il va diriger, indiquer, donner des conseils, aussi bien à Tim Cook qu'à John Ternus. Moi, je pensais sincèrement, on a souvent parlé dans cette émission, que compte tenu des... Tu en parlais de géopolitique à l'instant, Jérôme, que tant qu'il y aurait ces incertitudes géopolitiques, Tim ne passerait pas la main. Il l'a fait, sans doute parce qu'il a aussi des assurances qu'il continuera un petit peu à être l'ambassadeur de la marque et le négociateur des têtes couronnées, on a l'impression, non? C'est-à-dire ce qu'il a déclaré par ailleurs. C'est même pas on a l'impression, c'est ça, j'ai l'impression. J'en suis sûr même. Ah oui, ça va être vraiment son rôle maintenant. Après, je ne sais pas s'il en meurt d'envie, mais je pense qu'il est conscient que ça relève de ses responsabilités et que la boîte elle-même repose en grande partie là-dessus. Et visiblement, voilà, il n'a pas l'intention de fuir ses responsabilités, ça c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que vous pensez, à l'instar de Laurent à l'instant, qui nous expliquait que c'était en gros la meilleure fenêtre de tir, est-ce qu'à défaut de la meilleure fenêtre de tir, c'est le bon moment pour partir? Quels sont il y a quand même des enjeux importants qui régissent la tech aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est bien de passer le relais maintenant en tant qu'observateur attentif de la tech que vous êtes, Fred, Jérôme? Moi, je trouve que c'est un très très bon moment, déjà parce qu'il y a un petit accalmie chez Apple actuellement. Sur l'IA, ça s'est stabilisé. On n'est plus dans l'effervescence de l'année dernière où ils avaient du retard, où c'était très très dur. Il y avait Trump, enfin il y avait la Chine, il y avait Taïwan. Je trouve que ça se calme un petit peu. L'actualité aussi s'est déplacée sur l'Iran, des choses comme ça. Mais je pense que là, c'est relativement calme. Il n'y aura pas de sortie de produit avant le 1er septembre. Vous noterez qu'il quitte le 1er septembre son poste, c'est-à-dire avant la keynote. Je pense pas qu'on sorte une keynote avant le 1er. Donc, du coup, ça laisse à Ternus quand même tout l'été, qui est quand même une période un petit peu calme, de regarder sa relation aussi avec les développeurs à la WWDC, d'avoir quand même une réunion avec les développeurs, de pouvoir travailler sa nouvelle posture, parce qu'il va devoir adopter une nouvelle posture, Ternus. C'est pas rien d'incarner, ça va lui changer un petit peu les choses dans les keynotes. Il va devoir répondre beaucoup plus aux interviews, tout le monde va lui tomber dessus durant cette conférence développeur, et quelque part, c'est pas plus mal, et je vais finir avec ça, c'est pas plus mal d'incarner ce nouveau futur CEO durant la WDC où il n'y aura pas d'annonce majeure, ni voilà, peut-être un petit peu sur Siri, des goodies, mais il n'y a pas de produit, c'est pas septembre, c'est pas l'iPhone. Je pense que c'est le bon moment parce que à l'automne, ça va être très chaud. À l'automne, il va y avoir énormément de produits qui vont déferler. Donc, c'est pas le moment de commencer à découvrir J'ai pas compris qu'il passait la main en juin pour la WWDC. Il passe la main en septembre. Hein. Oui, mais pour les journalistes, tu connais les journalistes, ouais, bon. Ça, c'est pas du tout la même affaire. Eux, ils vont anticiper, le marché va anticiper, tout le monde va le regarder comme le futur CEO, c'est ce que je voulais dire. On ne regardera pas. Et ils vont se tourner vers lui, c'est sûr. Et je pense que Tim Cook, comme une fin de règne pour Tim Cook, quoi, en fait, c'est ça. Ouais, et Tim Cook, je le vois vraiment lui passer de façon très humble et très amicale durant cette WDC. Ça va être super intéressant parce que je pense que il y a beaucoup d'amitié entre les deux hommes. Ils ont un profil d'ailleurs assez similaire. Hein. Ils sont très discrets, comme on l'a dit, sur leur vie perso, etc. On va en parler. Jérôme, brièvement, c'est le bon moment pour toi, tu penses, de passer le relais? Ah oui, moi je trouve que c'est un coup de maître, c'est le meilleur moment parce que tout va bien pour Apple, ils sont au sommet de la vague. Alors oui, on peut aller dire, trouver des petits problèmes, notamment sur l'IA, etc., mais on aura sans doute l'occasion d'en parler. Mais indépendamment de ça, je veux dire, tous les indicateurs sont au vert, donc on peut pas se dire, ah bah tiens, il change de tête parce qu'il y a un problème. C'est pas du tout ça, le changement de patron n'est pas fait pour régler une difficulté, il est fait vraiment pour montrer, pour dire, bah, vous savez quoi, on continue de plus belle, on va prendre une nouvelle direction, mais ce sera un peu la même, et puis pour lancer un nouvel élan. Non, le moment, c'est un coup de maître en termes de communication. Alors, on va s'intéresser au nouveau maître d'Apple, justement, qui est John Ternus.
Alors Fred nous le disait à l'instant, John Ternus est plutôt une personne discrète, un peu à l'image de Tim Cook avant d'être nommé CEO par Steve Jobs. On sait très peu de choses de lui, Fred, si ce n'est que c'est un ingénieur, un homme de produit, Ouais. on va en parler tout à l'heure, alors que Tim Cook, lui, a plutôt un profil de businessman, de logisticien, même il est aussi scientifique. Il a pas, c'est un ingénieur, mais pas en électronique comme peut être un John Ternus. Tu peux nous dresser un petit peu rapidement son parcours, Fred? Tu t'es intéressé un petit peu à sa carrière. Ah oui, alors rapidement, parce que j'ai pas forcément toutes les infos, je sais qu'il a commencé dans une société de VR, ce qui est assez marrant. Hein. Et Virtual Research, c'est ça, ingénieur en conception de casques de ouais, réalité virtuelle. de réalité virtuelle. Il est originaire de Californie, voilà. Et du coup, il a quand même eu une première expérience quand même par rapport à ça. Et très vite, en fait, il a enchaîné dès 2001 chez Apple. Voilà, dans la conception de produits, où il a travaillé sur l'Apple Cinema Display, par exemple. Donc c'est vraiment le monsieur hardware aujourd'hui chez Apple, hein. Il supervise tout ce qui est matériel et on sait qu'Apple est avant tout un constructeur. Avant d'être, en ce moment il n'y a pas grand-chose, mais avant d'être dans les services ou le logiciel, donc tout ce qui supervise tout ce qui est iPhone, iPad. Tu l'as dit, il a commencé à travailler sur l'Apple Cinema Display, donc qui était le moniteur à l'époque des Mac transparents et qui était magnifique. Ouais. J'en avais un à l'époque. Il a bossé un petit peu sur tous les produits iconiques qui ont marqué, Ouais. je dirais, l'histoire de la marque en matière d'hardware, hein. Ouais, parce qu'il a Commencé fait par l'iMac, peut-être. Ouais. et l'iMac, effectivement, qui était assez proche avec l'iMac de 2001 à 2026. Et il a suivi toute la gamme iMac. Il a fait après, il est passé sur les portables, MacBook Pro, iPad Pro, Apple Watch, AirPods. Enfin, après, il a pris tellement d'envergure en fait au niveau d'Apple et puis il est devenu VP, SVP. Donc SVP, c'est senior vice-président. Donc vraiment, il a chapeauté la partie matérielle qui était hyper importante. D'une part parce que il a connu Hive. Donc, c'est-à-dire il fallait faire face à Hive par rapport à ses besoins de design, et aussi bien avec les équipes qui se sont constituées dès 2008 sur le silicone et qui ont vu arriver les puces M en 2020. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est vraiment à la frontière entre la partie design et puis la partie puce. Et puis surtout, il est assez proche aussi de Greg Federighi. Sur la partie software, je pense qu'il y a aussi des liens importants. Une vraie compatibilité. Donc, il a bossé sur l'iMac, le MacBook Pro, l'iPad Pro, l'Apple Watch, les AirPods, l'iPhone, plus récemment le Vision Pro. On parle de lui comme étant le principal artisan du MacBook Neo qui ferait en ce moment un carton. Il a vraiment gravi tous les échelons les uns après les autres au sein d'Apple, hein. Il a connu le changement de la puce Intel vers la puce. C'est très important, effectivement. Ouais, Là, donc, tu vois, il a les pieds dans 2 générations de matériel. Donc, non, c'est intéressant. Cette transformation et le choix de basculer sur son propre silicium, sur sa propre puce, c'était un choix important, initié par Tim Cook, mais c'est lui qui était aux commandes. Et effectivement, il se révèle vraiment au public lorsque il commence à travailler avec Dan Riccio, hein, qui était le patron du hardware auparavant, qui a quitté Apple en 2021. C'était son second, et il rentre dans la lumière à partir de 2021. On a commencé à le voir dans les keynotes à ce moment-là. On voit que c'est quand même une personnalité qui se veut beaucoup plus, assez proche de Tim Cook. Je dirais pas lisse, mais il est plus proche d'un Tim Cook que d'un Jobs. On peut dire ça. Et peut-être un petit mot avec Jérôme ou avec Fred, puisqu'il est à l'image. Oui, je pense il ressemble à Tim Cook par son côté réservé. Par contre, je dirais qu'il n'a pas tout à fait la même personnalité que Tim Cook d'après ce qu'on voit. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est pas show-off, il essaie pas de briller, c'est quelqu'un qui vient du hardware, qui essaie de résoudre des problèmes. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il ne croyait pas tellement aux Vision Pro, hein, ça a été délégué par Rockwell qui a vraiment géré plus ce projet-là que lui en tant que tel, même s'il référait à Ternus par rapport aux Vision Pro. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, va se révéler. Parce que c'est quelqu'un qui est assez, beaucoup, même très très apprécié dans les équipes, et c'est lui quand même qui porte la charge, la responsabilité des sorties produits, de tous les problèmes qu'il y a eu. C'est quelqu'un qui a l'air super stable par rapport à la pression, je pense, de la sortie des produits, etc. Ce qu'a pas
ouais, la fonction qui est quand même, on le voit, elle est à l'intersection de beaucoup de choses. Et Tim Cook, lui, gère pas ce côté-là, quoi. C'est lui qui est garant que le produit sort et qu'il soit. Donc, ça va être intéressant de le voir, mais c'est quelqu'un de plutôt discret. Il aime la course automobile aussi. On l'a pas dit, mais ça va te plaire. Il adore. Voilà, il adore ça et comme avec moi, il adore la natation. Donc, ça a été un champion de natation. Nageur de haut niveau lorsqu'il était à l'université. On le voit, Jérôme, qu'il est assez apprécié de manière générale en interne puisqu'il a gravi l'échelon, donc il a fait ses preuves. Il est connu de tous, donc c'est pas une surprise. L'image quand même de la passation qu'a publié sur son site de presse Apple, où on voit Tim Cook et John Ternus souriant, presque habillé pareil. Il y a presque un mimétisme. C'est voulu, hein. Ça montre qu'il y a quand même une passation qui se veut assez naturelle. Hein. Oui. Moi, j'ai retenu dans le communiqué de Tim Cook annonçant tout cela, une phrase en particulier. Alors, évidemment, il n'allait pas dire des méchancetés. Hein. Forcément, ce serait pour passer de la pommade, mais il avait le choix des mots. Et il dit, c'est un visionnaire à part entière et un homme d'une intégrité remarquable. Voilà, moi, ça m'a frappé parce que, écoute, si Tim Cook s'arrête sur ces deux qualités-là, ça doit être, a priori, ça doit être vrai, et puis deux, c'est intéressant comme qualité pour le poste qu'il aura à assumer. Vous avez rappelé en effet qu'on ne connaissait rien sur lui, si ce n'est notamment que c'était un nageur, ou en tout cas même un champion de natation, hein, visiblement. Alors je ne sais pas si ça lui sera utile pour naviguer et pour justement se déplacer, voilà, pour louvoyer, en tout cas pour être diplomate en interne et puis éventuellement en externe, mais c'est marrant qu'on sache très peu de choses de lui. Il est du signe du taureau, ce qui est a priori pas forcément un défaut non plus. Non, c'est le meilleur signe pour les hommes. C'est le meilleur signe pour les hommes. On est tous taureaux ici. Ah ouais, bah voilà, si vous le dites. Bon, bah écoutez, comme vous voulez, moi je suis pas taureau, donc. Je sais, c'est juste à côté. Mais si tant est que tout ça soit scientifiquement prouvé, évidemment. Oui, mais non, mais très discret en tout toute cas. Plaisanterie. Non, mais c'est vrai que c'est un critère fort. On ne savait rien de Tim Cook avant sa nomination quasiment. Aussi. Ça montre qu'il y a quand même un relatif mimétisme, pas quelqu'un de colérique, quelqu'un de flamboyant comme pouvait l'être un Steve Jobs. Encore faut-il qu'il se révèle. Tim Cook s'est révélé à un moment donné. Au départ, souviens-toi, la première keynote, c'était un peu laborieux et puis c'était pas quelqu'un qui était dans la lumière et qui aimait la lumière, Tim Cook. Oui, alors après, Tim Cook, il s'est révélé, c'est resté quand même quelqu'un de très, tu vois, c'est pas un extraverti. Il a été rompu à l'exercice, hein, il a joué le jeu, il a bossé tout ça, mais c'est pas non plus, tu vois, il a pas fait une keynote où on se dit waouh, là il nous a. Il n'est pas d'un charisme à se rouler par terre, voilà. Hein, clairement. Alors moi j'ai quand même noté parce que j'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai fait mes devoirs à la maison, comme dirait certains. Et je suis allé chercher, j'ai quand même trouvé entre les lignes des gens qui disent que, contrairement à Tim Cook, qui est une personne de consensus, Tim Cook, on te dit, tu n'as pas le droit, il te pose des questions, tu es obligé de donner la bonne réponse, sinon tu peux te faire virer. Malgré tout, sur les décisions qui sont prises, il essaye d'obtenir un consensus. Et certains te disent que Ternus serait moins consensuel que Tim Cook et qu'il trancherait plus, quitte à faire des erreurs. Alors que tu vois, finalement, Tim Cook ne fait pas d'erreur parce que tu vois, il a embarqué tout le monde en disant, les gars, c'était... l'image d'Épinal que l'on a, c'est effectivement Tim Cook qui ne prend pas de décision parce que c'est entre guillemets pas un homme de produit. Donc il s'entoure de gens dans ce métier, il consulte, il prend une décision ou il n'en prend pas, d'ailleurs, pour ne pas sortir un produit comme feu... la voiture connectée ou la télévision connectée, alors que lui, c'est un homme de l'art, donc il est capable de s'affirmer. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que... Donc les décisions seraient plus rapides, c'est ça que tu veux dire. Ce que j'aime bien de ce qu'on est en train de dire là tous ensemble, c'est que on va très vite le constater. C'est-à-dire que dans moins d'1 an et demi, on saura comment il est, quoi. Tu vois, donc voilà. Alors en tout cas, au-delà, Jérôme, Fred, Apple, on le sait, aime depuis quelques années, depuis Steve Jobs, les successions internes. C'est vraiment un pur produit maison et on sent bien qu'il se prépare ou qu'il est préparé à ce rôle depuis pas mal de temps, non dans la manière dont Apple le met en lumière. Ou Tim Cook l'a préparé.
Mais c'est marrant parce qu'effectivement, il y avait un bout d'interview de Tim Cook que j'ai vu passer l'autre jour où il expliquait, vous comprenez, Apple, c'est tellement particulier, il faut tellement connaître la culture d'entreprise, il faut la reproduire, c'est important, etc. C'est une secte, hein, faut pas se mentir, ça l'a toujours été. Monsieur. C'est une église. Oui, bah, une église, c'est une secte qui a réussi. Hein. C'est vrai. Mais Bien vu. elle est bien, hein. Ouais, elle est pas mal. Pas mal. Mais voilà, c'est vrai que Apple c'est très particulier et c'est cohérent. Après, c'est marrant, on voit sortir plein de petites anecdotes à l'occasion de ce futur passage de relais et tout ça montre bien à quel point, encore une fois, la communication est hyper léchée, hyper étudiée. Ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Hein. Ils doivent être vraiment dans le droit fil et on comprend bien que c'est une boîte qui ne pourrait pas aller recruter un manager à l'extérieur, sauf si vraiment ils sont au fond du trou, comme ça s'est produit une fois dans leur histoire. Alors, ce qui est amusant, bon, bien sûr, il y avait une alternative, c'était avec Craig Federighi. Tu nous en as parlé, Fred, à l'instant, mais on sait qu'il lui est beaucoup plus flamboyant, qui adore faire des démos, qui est un showman. Les conférences, c'est toujours lui qui apporte un petit peu de spectaculaire dans ces présentations-là. Très charismatique, contrairement à Tim Cook. Mais on sait qu'il ne voulait pas du poste. Bon, voilà. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la déclaration de Mark Gurman, je paraphrase, hein, qui dit qu'en gros, que Tim Cook n'avait pas trop le choix dans son entourage, parce que tous les candidats potentiels n'avaient plus l'âge. Ils étaient soit déjà partis à la retraite, soit ils étaient trop vieux. Il restait Federighi et Ternus. Federighi ne veut pas y aller, c'est Ternus qui a le poste. Alors, je pense que c'est un peu réducteur, mais il y a aussi un fond de vérité de dire que j'ai l'impression que ce garçon, il est préparé depuis longtemps. Pour conclure ce chapitre, juste la déclaration officielle du nouveau CEO d'Apple, en tout cas en septembre prochain. Je suis profondément reconnaissant pour cette opportunité de continuer la mission d'Apple. Ayant passé presque toute ma carrière chez Apple, j'ai eu la chance de travailler sous la direction de Steve Jobs et d'avoir Tim Cook comme mentor. C'est impressionnant. Donc il fait le lien, il est malin. Il a été pour moi un privilège de contribuer à façonner les produits et les expériences qui ont changé tant de choses dans la manière dont nous interagissons avec le monde et les uns avec les autres. Il cite Tim Cook, il cite Steve Jobs. Notez que dans sa lettre, j'ai regardé aussi sa lettre de Tim Cook comme toi, Jérôme, il ne cite pas Steve Jobs. C'est assez intéressant, ça montre qu'on a réussi à tourner la page. Je crois, mon cher Jérôme, que tu dois aller et vaquer à des occupations bien plus sérieuses que oui, je vais devoir vous laisser, mais écoute, comme je suis tellement bien, je viens de négocier 5 minutes supplémentaires avec mon interlocuteur suivant. Donc, alors, on enchaîne avec le chapitre suivant et on va s'intéresser au futur chantier de John Ternus. Alors, on va donner la parole à Jérôme parce qu'il va bientôt partir. Est-ce que tu penses que, en première question, que Ternus va gouverner dans la continuité de Tim Cook ou au contraire, de par son profil, de par sa personnalité, il va proposer une rupture? Écoute, aujourd'hui, je vois pas comment il pourrait proposer une rupture. Apple n'a pas forcément besoin d'une rupture. Lui, c'est pas visiblement un personnage de rupture. Tout ce qu'il va faire maintenant, il a déjà commencé à le faire en réalité parce qu'il avait déjà les mains dans le cambouis et en même temps, il avait visiblement de la hauteur puisqu'il chapeautait un peu tout à la fois, enfin toute la partie hardware, etc. Il va capitaliser sur les acquis, il va capitaliser sur toutes les bonnes choses qu'aura apporté Tim Cook, notamment Apple Silicon, notamment le développement des services, etc. Et puis, on l'espère, nous, fanboys, je dirais, des produits, des jolis produits, puisque c'est, paraît-il, un homme de produits. On espère qu'il sera à la hauteur. Apparemment, on dit que le MacBook Neo, c'était un peu son bébé. L'année prochaine, c'est les 20 ans de l'iPhone. Est-ce qu'il y aura un iPhone pliant et est-ce que John Ternus sera le lanceur de l'iPhone pliant comme Tim Cook a été l'homme de l'Apple Watch, qui est aussi un produit vedette chez Apple. Donc voilà, mais moi je crois pas à la rupture, je crois à la continuité avec, j'espère, une belle progression. Laurent. Ouais, moi je me disais que Apple, alors
tout le monde dit qu'Apple est à la ramasse en IA. Moi, je dis non depuis des années, donc envers et contre tous, surtout contre toi, Olivier. Mais je dis juste qu'ils y vont à leur rythme et ils vont faire comme toujours. Et leur rythme, c'est celui qui va gagner de l'argent à la fin. Donc je sais pas, je suis très content. Mais finalement, l'IA pourrait être le relais. C'est-à-dire que s'ils annoncent des choses intéressantes à la DubDub, ça pourrait être le relais entre ces deux univers. Donc ça pourrait être la fin de Tim Cook, et on se rappellera qu'il est allé jusqu'à l'IA, et le début de Ternus, sachant que c'est pas un homme de software et que l'IA est quand même malgré tout très software aujourd'hui, même s'il faut des puces pour le faire tourner, mais ça peut être intéressant ce passage, voilà. On sait que au-delà de son profil, on va y revenir un instant, Fred, que Tim Cook avait instauré des tables de la loi, mais il y a quand même des valeurs qui sont vraiment tabous chez Apple, en tout cas en apparence, comme la protection de la vie privée, la responsabilité, notamment environnementale. On sait que c'est plus compliqué aujourd'hui aux États-Unis. Voilà, tu crois que ça va continuer dans ce mantra-là aujourd'hui ? Ah oui, il n'y a pas de raison, puisqu'en fait, il adopte complètement la culture d'entreprise d'Apple. C'est un produit Apple. Je veux dire, s'il y avait eu un clash par rapport à ces valeurs-là, on l'aurait su, il ne serait pas à ce poste-là. Donc, sur ces valeurs-là, je pense qu'il ne reviendra pas. Il n'y aura pas de rupture, je ne pense pas. Ça va se faire progressivement sur les choix qu'il va faire, mais je suis d'accord avec vous. Alors, c'est la continuité. Tu l'as souvent dit dans tes chroniques ou dans tes différentes émissions avec François ou Sorel ou encore ici Jérôme, on est, nous aussi d'ailleurs on l'a dit, on est un peu frustré par le manque d'innovation, Jérôme, par moment d'Apple. Est-ce que tu penses que par son profil, le fait qu'il soit, on le décrit comme un ingénieur jusqu'au bout des ongles, il pourrait incarner un Apple un peu plus innovant. On sait que Tim Cook, en tant que leader, il gérait son avance, il prenait moins de risques. Oui, je l'espère. J'espère qu'il aura une appétence particulière pour les produits vraiment innovants. Maintenant, on est tous d'accord pour dire que Apple avance à sa vitesse et ne fait pas n'importe quoi, parce qu'ils peuvent pas faire n'importe quoi. Je veux dire, ils ont trop de responsabilités entre guillemets par rapport à leurs clients et par rapport à plein d'autres intervenants. Et donc, ils ont par définition une capacité non pas d'innovation, mais d'aller dans n'importe quelle direction. Ils ont une capacité qui est réduite. Alors après, il reste l'épisode du Vision Pro, qui est quand même une espèce de sortie de route plus ou moins maîtrisé de la part de Tim Cook. On ne sait pas trop où ça nous emmène. Donc finalement, Tim Cook, le père tranquille, il s'est quand même permis cette espèce d'incartade. D'ailleurs, ce sera intéressant de voir ce que Ternus va en faire. Est-ce qu'il y aura des suites ? Est-ce qu'ils vont jouer les prolongations ? Est-ce qu'au contraire, il tournera le dos à cette innovation-là ? Moi, j'espère bien sûr qu'ils vont nous faire rêver, nous faire surprendre. Je pense que oui, c'est vrai qu'il faudrait renouer avec une espèce d'image un peu waouh d'Apple, et il a priori toutes les cartes en main pour le faire. Bon, est-ce qu'il le fera ? On verra. Et tu partages la vision avant que tu t'en ailles peut-être, la vision de Laurent qui dit qu'en gros, l'IA, ça sert à rien de se précipiter, il faut partir à point. Je suis pas forcément d'accord avec ce constat-là, mais c'est vrai que l'aspect finance est important et qu'a priori, il n'a pas le profil IA, il a plutôt un profil hardware. Ouais, mais on pourra rien faire sans l'IA dans les années qui viennent. Enfin, vous êtes d'accord avec ça ? La question, c'est comment ils vont intégrer l'IA ? Alors bon, maintenant il y a le partenariat avec Google, donc ce qui est déjà un truc assez malin visiblement. Et ils auront donc du carburant. Ils vont avoir de l'IA à mettre. Où est-ce qu'ils vont la mettre et sous quelle forme ? Ça va être ça son job. Dans quel produit ? Pour faire quoi ? Etc. etc. Maintenant, est-ce qu'ils sont allés trop vite, pas assez vite ? Oui, je pense qu'ils sont en retard, mais c'est un retard qui s'explique. C'est un retard qui s'explique par le fait que d'abord l'IA est arrivée trop tôt. OpenAI a tout cassé en sortant des trucs qui auraient jamais dû sortir au moment où c'est sorti, parce que c'était pas cuit. Enfin, c'est pour X raisons. Tout le monde s'est retrouvé en PLS, Google et notamment Apple. Et Apple est d'autant plus embêté pour les raisons que tu évoquais, Olivier. C'est toujours cet engagement par rapport au respect de la vie privée. De l'IA qui respecte la vie privée, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment le faire. De l'IA qui respecte l'environnement, ouais, mais ça, je me fais moins de soucis parce qu'on va y aller de plus en plus. Ouais. Et merci Apple Silicon. Mais de l'IA qui respecte la vérité,
Ça, c'est Ah oui. vachement difficile. Et pour moi, les hallucinations, ça reste un truc tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, et on l'a pas réglé, on est loin de l'avoir réglé. Je pense que c'est un énorme problème. Et Apple, dans toute sa magnificence, ne peut pas se permettre, comme Google, de mettre sur le marché, pour des centaines de millions de clients, des produits qui disent n'importe quoi, ou qui sont pas fiables à 100%, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont en retard. Donc, ils sont en retard, mais c'est un retard qui s'explique par rapport à l'IA. Mais ils vont pas rester en retard indéfiniment, ils vont prendre le train petit à petit, et après on verra ce que Theranos en fera, et ça va être super intéressant. Et sur ce, en effet, les amis, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne fin d'émission. On te retrouve pas presque tous les jours, mais quasiment, en tout cas chaque Presque. semaine, dans le monde numérique. Allez vous Moi, je abonner. l'écoute dans les oreilles le matin. Ah, c'est gentil. Moi Merci aussi. beaucoup. Moi aussi. Avec notre ami canadien aussi, qu'on Ouais. apprécie beaucoup. Voilà. Et ben voilà, justement, il m'attend et je dois tout de suite aller le rejoindre. Merci. Bruno Jérôme. Ciao, Guglielminetti. Jérôme. À bientôt. Salut, bye bye, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Alors, Fred, que penses-tu donc justement des chantiers à venir et surtout avec qui il va gouverner? On a vu que Apple en profitait pour revoir un petit peu l'organigramme, effectivement, et les différentes responsables qui vont l'entourer. Et il y a une personnalité qui monte en grade que tu connais bien, puisque tu suis pour nous notamment l'actualité des puces. Eh oui. C'est un certain Johnny Srouji. Oui, Johnny Srouji, qu'on connaît bien ici, qui est toujours invité permanent, on peut le dire, Ouais. s'il veut venir sur ouais. le plateau. Là, ça va être de plus en plus difficile pour qu'il Ah, la pression monte pour toi, parce que Là, ça, Ouais, avant, voilà, je pense ouais, qu'il- ça- bon, là, ça- ça va être compliqué. Mais bon, il va faire quoi, l'ami Johnny? Alors, c'est vrai que lui, il s'occupait uniquement de la partie puce, Apple Silicon, même si ça couvre plein de produits, c'est quand même du hardware au sens puce informatique. Donc, c'est pas la partie hardware, matériel, des châssis, voilà, de tout ce qui est la composition d'un portable qui était chez John Ternus. John Ternus partant pour être CEO, effectivement, quelque part, Johnny Srouji va récupérer ce que faisait, moi je le comprends comme ça, ce que faisait John Ternus. Alors, il a un peu Donc. un titre un peu presque qui n'existait pas. C'est pas il ne prend Ouais. pas le poste stricto sensu de John Ternus. Il devient Chief Hardware Officer. C'est quoi un Chief Hardware Officer? finalement, il se retrouve à la tête du hardware. Hein. Non, mais ils ont créé une, Ouais, ils ont créé une appellation sur Ils ont mesure. peut-être simplifié aussi, profité pour simplifier l'organisation. Ouais. Il est à la tête de tout le hardware. Ouais, Tu on vois, sent voilà. qu'il avait peut-être aussi besoin, c'était une manière d'introduire de manière sibylline cette notion-là. On sait qu'il tapait à la porte de Tico en disant bon les gars, je vous ai un peu sauvé la baraque avec, j'exagère, avec Apple Silicon. On sait qu'il y a des enjeux qui se dirigent sur une succession éventuelle de Tim Cook. Moi, je veux croquer quoi. Et pour ce faire, je voudrais un poste sur mesure. Il a obtenu apparemment. Le lobby a marché. J'ai essayé de réparer mon micro. Allez-y. Ouais, il a un poste sur mesure parce qu'il continue à chapeauter la partie silicone. Et en plus, il va récupérer la partie hardware, matériel, produit. Donc, ça va lui faire un développement. C'est quelque chose d'assez unique au niveau hardware. Peut-être que, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les plus anciens, de Bob Mansfield, qui était quelqu'un de très important à l'époque de Jobs, qui gérait vraiment, il connaissait très très bien les puces, il connaissait très très bien le hardware. Et donc, le premier puce de l'iPhone. Ouais. Donc il se retrouve avec un truc un peu plus complet, un peu plus vraiment de bout en bout, de la puce jusqu'à l'écran. Alors il gérait déjà pas mal de choses, Srouji, il gérait au-delà des puces d'ailleurs, il gérait aussi les caméras. Vous voyez certains dispositifs qui utilisent aussi des CMOS, des puces comme capteur de caméra, le lidar, des choses comme ça. Je crois que ça passait aussi par lui. Mais là il se retrouve avec un truc un peu plus important. Et je regarde, il y a quand même des chief officers, il y a beaucoup de SVP dans la direction d'Apple, mais il y a par exemple Sabine Khan qui est Chief Operating Officer. Et on a un autre dans la finance, Kevin Parek, qui lui est Senior Vice-président et Chief Financial Officer. Donc le terme existe déjà, mais c'est vrai que la partie engineering hardware prend vraiment de l'ampleur avec Srouji, et donc ça va être un duo assez sympa, un trio même, parce qu'on va avoir aussi Federighi qui est pas loin, parce que quelque part on va avoir software et hardware qui vont être représentés par Srouji et Federighi. Tout à l'heure, tu as dit que Federighi voulait pas le poste.
Est-ce que- C'est ce qu'est-ce- que disait le Financial Times mais- lorsqu'ils mais- ont mais, sorti ça- l'info en... ça évoque quoi le fait qu'il veuille pas le poste? C'est ça qui m'inquiète en fait. Non, parce qu'il y a... Enfin, la rumeur est devenue plus qu'une rumeur, puisque c'est pas les leakers qui a sorti l'info officiellement, c'est enfin l'info dès le mois de janvier de mémoire. Tu m'arrêtes, je dis une bêtise, Fred. C'est le Financial Times qui a sorti ça en janvier en disant, ben voilà, il semblerait que les leakers aient raison, qu'on on avait une enquête et que Tim Cook était un petit peu à la croisée des chemins et songe sérieusement à une succession à court terme. Et parmi les personnes qui s'étaient candidates, il y avait potentiellement candidat à sa succession, il y avait Craig Federighi. Et dans cet article, Craig Federighi est décrit comme quelqu'un qui ne souhaite pas ce poste. Voilà. Et il préfère rester à s'amuser, entre guillemets, à développer le futur du logiciel d'Apple. Et l'autre personne qui s'était auto-proclamée possible successeur et qui voulait revenir, c'était effectivement Tony Fadell. Mais on savait très bien que c'était un souhait de Tony Fadell et pas du tout le souhait de la direction d'Apple, puisqu'il voulait plutôt une continuité en interne et qu'on sait que Tony a plutôt un caractère bien trempé. Et si on faisait le bilan de Tim Cook, l'heure du bilan est arrivée. Alors, tu en parlais tout à l'heure, Laurent, après 15 ans aux commandes d'Apple, quel est le bilan de Tim? Si on regarde simplement, et tu l'as déjà fait, mais on va le répéter, parce que tout le monde n'a pas vu l'intégralité de nos émissions. Comment ça? oui. Qu'est-ce que j'apprends? Oui, si on ne regarde que l'aspect business et comptable, Apple a atteint des sommets sous sa direction. Bon, d'abord, très rapidement, il a multiplié quasi par plus de 10 la valorisation boursière d'Apple. Okay, donc, ça a été la première entreprise au monde à franchir la barre, ou américaine, au monde américain, je réfléchis, est-ce que je dis, c'est une bêtise? Américaine, c'est sûr, à franchir la barre des 1000 milliards, hein, donc du trillion de capitalisation. Donc maintenant, ils en sont à 4 trillions, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est de 350 milliards à 4 trillions. Ouais. 4000 milliards de dollars. Donc t'imagines, donc tu vois, c'est il a multiplié par 10, 12, tu vois, c'est 13 même. Ses revenus ont explosé également. Oui, c'est astronomique, c'est devenu une véritable machine de guerre. C'était lui l'expert de la logistique. Il faut se rappeler qu'il est arrivé pour être l'expert de la logistique. Il ne voulait pas venir chez Apple au début. Hein. C'est Jobs qui allait le chercher au forceps, qu'il a fait venir de force. Le succès de quelqu'un qu'on a fait entre guillemets venir de force est exceptionnel. Tu peux tourner ça dans le sens que tu veux. On lui déconseillait de venir. Hein. Ouais, mais tu peux prendre ça dans le sens que tu veux. Sur ce plan-là, Tim Cook, il est imbattable, quoi. Donc on le disait, les revenus annuels sont passés de 108 milliards au début de ce mandat, en 2011, à plus de 416 milliards, donc x4 lors de l'exercice 2025. Mais en général, c'est plutôt... Alors ça, elle n'est pas forcément à jour, hein, mais on s'est arrêté il y a quelques années, mais on voit la courbe, elle a continué à évoluer au fil des années. En tout cas, une chose est sûre, c'est plutôt un gestionnaire hors pair, Fred, qui a transformé Apple en une vraie machine de guerre, machine logistique parfaitement huilée. La logistique, c'est vraiment son fait d'armes. C'est lui qui a mis en place ce formidable, ou du moins incroyable, mécano industriel qui permet à Apple de proposer en quelques jours après une keynote des millions d'exemplaires d'iPhone dans tous les magasins du monde. Ouais, et c'est le nerf de la guerre parce que c'est vrai que c'est un aspect qu'on voit pas, mais être en capacité d'obtenir les meilleurs prix, d'avoir des chaînes de production fiables, d'assurer la qualité, de former, parce qu'il ne le fait pas tout seul, de former toutes les équipes, tous les liens avec les partenaires, tous ces réseaux de partenaires qui fournissent. On l'avait vu, vous vous rappelez à l'époque de la sortie de l'iPhone 10, il y avait une partie des capteurs de Face ID qui venaient de Normandie, il y a des trucs qui viennent du Japon, il y a des puces de STM, tout ça. Il faut quand même, c'est un énorme chantier qu'il a fait dans l'ombre et qui fait que Apple est capable de délivrer comme personne d'autre autant des millions de produits en si peu de temps et ça c'est grâce à lui et Apple n'en serait pas là avant même qu'il soit CEO, Apple n'en serait pas là s'il n'avait pas vraiment conçu ça dans l'ombre. Oui, car il faut se souvenir, Laurent, Fred, à son arrivée en 98, Apple croulait sous les stocks. Hein, c'était le défaut d'Apple. Ils avaient encore leurs propres usines.
Et c'est les invendus qui ont failli tuer la marque, qui était à deux doigts du dépôt du bilan. Donc il a réduit le nombre de fournisseurs, il a réduit le nombre le stock pour faire carrément ce qu'on appelle, on a appelé le build to order. On commandait en ligne, on était livré sur mesure. Et puis surtout, c'est lui qui a mis en place ce modèle finalement qui a été copié non seulement par toute l'industrie de la tech, mais ensemble de l'industrie en général, c'est-à-dire de la délocalisation, appelons un chat un chat. C'est lui qui a mis en place ce process de fabrication exclusivement produit en Chine, à une période où la Chine n'avait pas forcément ce savoir-faire qu'ils ont développé dessus. Aujourd'hui, il le doit beaucoup à Tim Cook et Apple. Alors Il a mis beaucoup d'argent sur la table. oui. Après, quand on creusait, je me suis amusé un peu à creuser ce qu'a fait Tim Cook, on a tendance à réduire ça à la Chine, ce qu'il a mis en place, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne peut pas le ramener aux États-Unis. À chaque fois qu'on parle que Trump fait une incartade en disant je veux qu'on soit capable de faire ça aux États-Unis, c'est parce qu'en fait, quand tu fabriques un iPhone, l'iPhone, il est fabriqué, qui est une machine vendue à plusieurs millions d'exemplaires, encore une fois. L'iPhone, il est fabriqué à 10 endroits différents. Il y a des pièces qui viennent de 10 endroits différents minimum. Donc le génie, c'est d'avoir réussi à fabriquer des millions de produits d'une taille exceptionnellement petite, avec de la techno et avec une sorte de secret malgré tout, parce que le téléphone, il est disponible souvent les quelques jours après son annonce. Ça veut dire que la machine à produire, elle est ultra huilée. Et là, il faut lui reconnaître ça, c'est que c'est certainement le génie de la logistique et qui lui a permis de mettre en place. Il a mis en place son fait années. C'est ça, c'est son bâton maréchal. Exactement. Avant d'être CEO, il avait mis en place ça et derrière, ça a déroulé, mais magnifiquement bien, quoi. Et depuis, c'est lui qui a mis en place, ou du moins qui a développé d'une manière pérenne les services qui pèsent lourd aujourd'hui dans le CA d'Apple. C'est moins qu'on puisse dire. Ouais, alors c'était son dada. C'était aussi une façon de réduire la part très très importante de l'iPhone, qui reste quand même aujourd'hui la plus grosse Même partie si c'est en proportion. lié, c'est pas l'iPhone, il n'y a pas de service. Ouais, la plus grosse partie en proportion, mais le coup de génie. Bon, après, ils l'ont fait gonfler, c'est-à-dire qu'ils ont transformé. Mais là récemment, la sortie de la suite, tu vois, qui était donc Pages, Numbers, Keynote et tout le reste, de le passer avec un abonnement à 12 € par mois pour les entreprises, va continuer à faire grossir. Moi, j'ai un abonnement Apple One. Je crois que ça me coûte entre 40 et 50 $ par mois. 30% du chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est les services. T'imagines ? Et là, on est que sur, entre guillemets, du logiciel. Alors, il y a quelques accords à droite, à gauche, parce que, par exemple, quand tu as Apple News, ils payent quand même les news. Ouais, mais il n'y a pas de production, il n'y a pas de hardware, c'est que des accords, c'est juste les passe-plats, quoi. 100 milliards de dollars aujourd'hui, c'est ce que rapportent en gros les services chez Apple. Il n'y aurait pas de service en iPhone aussi, il faut bien l'avouer, mais quand même, c'est quand même l'équivalent d'une entreprise du Fortune 40 aux États-Unis. C'est surtout quasiment plus que la moitié du PIB mondial, quoi. Ouais. Fred, on l'a vu jouer un grand rôle dans le service et sa marque au niveau hardware, on a parlé de la logistique, on a parlé des services, il a marqué sur le virage des wearables, des objets connectés, des objets qu'on porte au quotidien, dont quelque chose qui donne l'heure et qui me donne la fréquence de mon palpitant. Ouais, je pense qu'il s'intéresse beaucoup à la santé, effectivement. On l'a dit, c'est un sportif. Il fait, au-delà d'être sportif, il a une hygiène de vie assez particulière. On l'a rappelé en début d'émission. Et donc, c'est vrai que ça, je pense qu'il avait une bonne vision de ce côté-là. Par contre, pour mettre un bémol, je pense pas que ça soit quelqu'un qui soit visionnaire. Voilà, il peut pas avoir toutes les qualités. Et ce côté visionnaire, effectivement, on disait qu'il avait du mal à trancher Apple Car. Il aurait pu trancher le cas de l'Apple Car bien avant, par exemple. Mais par contre, il faut lui reconnaître que quand il y va, il met les moyens. Et puis on peut pas tout réussir quand on est CEO. Tu vois, le cul sur notre chaise, c'est aussi un petit peu facile. Il y a tellement de succès à son crédit que finalement. Même s'il y a eu quelques problèmes avec Apple Car, le Vision Pro qui n'est pas un succès total, mais qui pose quand même beaucoup de briques. Voilà. Et puis il n'a pas recruté Ilya Sutskever dans OpenAI. Voilà, c'est d'autres qui l'ont fait, mais Google l'a pas fait non plus, quoi. Donc son fait d'arme matériel, c'est la montre. Moi, ce serait peut-être plus les oreillettes, les fameuses AirPods, qui sont un succès incroyable aujourd'hui. Ouais.
Tout le monde s'est foutu. Tout le monde s'est souviens-toi, foutu. ouais. Non, mais tout le monde s'est foutu de la Ouais. gueule des oreillettes. Aujourd'hui, juste les oreillettes, juste les oreillettes, c'est encore une fois le chiffre d'affaires généré, je pense que c'est plus de la moitié du PIB d'un pays mid. Tu vois, il y a 200 pays dans le monde, donc tu prends le centième, juste le chiffre. Alors on n'a pas le chiffre exact parce qu'il ne le publie pas, mais c'est un chiffre Malheureusement, il ne publie plus. non, mais c'est un chiffre estimé. Mais même ce chiffre estimé, juste des écouteurs, on les a moqués. On l'a moqué, lui, d'avoir sorti ça. Et c'est Et Johnny et- Ive aussi, et c'est souviens-toi, un avec succès. les oreilles, Ouais. l'antenne qui dépassait, donc les gens se mettaient, je sais pas ce qu'ils se mettaient dans les oreilles pour illustrer ça, mais et ça a été un succès incroyable, même s'ils sont un peu plus bousculés aujourd'hui. Et puis tu l'as dit, Fred, sous sa direction, Apple a opéré ce virage du 100% Apple Silicon, qui était réservé un temps aux produits iOS et iPad. On l'a vu arriver dans l'iPhone, puis là, on l'a vu arriver dans l'iPad, bien sûr, et puis on l'a vu arriver dans le Mac. C'est quand même un virage, Fred, qui avait déjà été opéré du temps de Steve Jobs. Alors oui, ça a été opéré effectivement. D'ailleurs, c'est assez marrant. Alors on parlait de Bob Mansfield qui était vraiment très féru de hardware. Ils ont fait ça un an après la sortie de l'iPhone 1. Ils ont racheté PIA Semiconductors qui était spécialiste de l'ARM. Au départ, les iPhones, pour ceux qui ne le savent pas, il y avait une puce Samsung, ARM Samsung sur étagère, pas du tout spécialisée pour Apple. Une puce vraiment que Samsung vendait pour les petits produits. Et donc Intel avait perdu le marché. Samsung avait gagné ce marché-là, mais dès l'année d'après, ils investissaient dans des ingénieurs. Bob Manfield a servi d'intermédiaire pour acheter cette boîte PA Semiconductor. Et d'ailleurs, Srouchi est arrivé très peu de temps. Il est arrivé quelques mois après la sortie de l'iPhone aussi. Et son projet, c'était de faire le hardware. Donc, Jobs avait cette vision-là. Mais il faut être honnête, le développement d'une équipe de quelques dizaines de personnes, jusqu'à ce qu'actuellement, on estime c'est plusieurs milliers de personnes. Il y a peut-être 5000, 4000, 5000 personnes qui travaillent sur les puces Apple Silicon chez Apple. Ça s'est fait quand même sous l'ère de Jobs, sous l'ère de Tim Cook, qui a accompagné quand même cette croissance énorme. Et puis on l'a dit, notamment la personne qui nous en a fait prendre conscience, Laurent, c'est Bertrand Serlet qu'on a eu la chance de recevoir dans Refait le Mac il y a quelques temps pour les 40 ans du Mac. Souviens-toi, il nous disait, là, moi, ce qui m'a marqué avec Tim Cook par rapport à l'ère Steve Jobs, c'était la manière dont il lançait des produits. Steve aimait bien user jusqu'à la corde un produit et sortir le nouveau, qu'il explose, fait que l'ancien était dépassé, donc, et puis on ne le commercialisait plus. Là, il a considérablement élargi la gamme d'iPhone. Il y a je ne sais plus combien de modèles, et de sorte que d'une année sur l'autre, tu peux continuer à acheter des anciens modèles moins chers, mais Apple, c'est une poule aux œufs d'or pour eux, parce qu'ils marchent beaucoup plus sur un ancien modèle que sur un nouveau. Oui, tout à fait. Et ils ont fait la même chose pas que sur l'iPhone. Tu as pris l'iPhone, mais prends l'iPad. Moi, c'est pareil. Aujourd'hui, la gamme de Même l'iPad. certains Mac. Ouais. Oui, et aujourd'hui, finalement, avec le Neo, on se retrouve avec, c'est l'extension pour moi de ce terrain de jeu qu'ils ont créé brillamment par le passé, quoi. Donc aujourd'hui, il y a une vingtaine de modèles d'iPhone quasiment, si je ne me trompe pas, entre l'iPhone 17, l'iPhone Air, le 16 Plus qui est toujours au catalogue, bien sûr les 17 Pro et les 17 Pro Max. Et puis on a vu, Fred, quand même le ticket moyen des iPhones. Mais ça, c'est toute la. Est-ce que ça a Ça, suivi c'est toute la tech. Non, c'est toute la tech. C'est toute la tech, mais bon, c'est quand même le maître étalon de la tech. On a vu que le prix des iPhones, ça a quand même flambé. Oui, ça a flambé. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, par la sortie de l'iPhone 10, tous les journalistes, enfin, il y avait beaucoup qui prédisaient un succès mitigé, trop cher. C'était dans les 800 €, je crois, un truc comme ça. C'était trop cher, à part que c'était plein écran, Face ID, il n'y avait plus les barres en haut, plus les barres en bas, ça cartonnait. Et à chaque fois qu'on a dit trop cher, Apple a su trouver quand même des choses qui les ont différenciés. Là, c'est un peu plus difficile, effectivement, parce qu'on arrive à la fin du modèle. Ils le font plutôt avec le Mac, avec le Mac Neo. Là, par contre, ils se sont vraiment illustrés comme jamais avec cette machine-là. Mais c'est sûr il va falloir du renouveau. C'est sûr que là, on est au bon moment pour l'arrivée d'un nouveau CEO qui soit aux manettes et qui a envie vraiment de prendre des risques. Alors, qui ait une bonne vision. Et là, c'est une vraie différence. Tu parlais de Steve Jobs à l'instant, de vision, Laurent, on en parle souvent ensemble. Steve Jobs, son mantra, c'était le carré magique. Tu te souviens, Tout à fait. 4 produits, 2 produits professionnels, 2 produits grand public. Et puis, là, et puis portable ou non portable. Bon, évidemment, c'était à une autre époque. Mais aujourd'hui, et puis il ne faisait pas des casques, il ne faisait pas autant de produits qu'aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, Steve Jobs avait l'habitude de dire tous les produits d'Apple, toute la gamme Apple doit tenir sur une table d'Apple Store. Là, il faut quelques étages à l'Apple Store aujourd'hui. Oui,
Oui, mais pas tant que ça en fait. En fait, quand tu réfléchis, pour nous qui avons connu ce moment où il y a eu cette atroce réduction, je dirais, tu vois, comme Milley à la tronçonneuse, il a fait la même chose, Steve, chez Apple. Hein, il y avait les machines beige, hein, comme on les appelait. Je Non, n'aurais mais pas fait la même comparaison, mais ben, si, parce qu'il a dit, on arrête ça, on arrête ça, on arrête ça, on arrête ça. oui. Donc, aujourd'hui, quand tu regardes, finalement, les Mac, il n'en existe pas tant que ça, les portables. Il n'y a que 3 portables. Ok. Non, mais il y a le R, le Neo et le MacBook Pro. Ensuite, tu prends les iPhones. Oui, il reste la gamme d'avant, mais tant bien que mal, tu vas choisir entre la taille, tu vois, entre un Max, pas un Max, c'est le Ouais, même. mais avant Apple, Je il y sais. avait Ce un que je modèle veux te d'iPhone dire, c'est que par rapport à des et il gammes, usait jusqu'à la corde. par rapport à des marques comme Samsung ou d'autres marques qui Oui. font des ordinateurs, des PC, des PC, tu as. Je vais même aller plus loin. Quand tu prends les écrans, là, tu sais que j'ai mon LG qui a grillé et je suis désespérément à la recherche d'un nouvel écran 5K. Donc, si quelqu'un a dans le public, dans notre audience, un 5K à me recommander, je suis preneur C'est le moment. de bons conseils. Et tu te rends compte qu'en fait, il change des lettres d'un vendeur à l'autre. Et on sait que c'est des techniques pour pouvoir vendre à des prix différents sur différents sites. Dans l'électroménager, tu te rends compte qu'ils changent une lettre quand tu prends les télévisions Samsung, ils changent une lettre, c'est l'année, quand tu as des décodeurs de référence. On n'a pas ça. Je n'aimerais pas qu'on y arrive à ça chez Apple. Non, mais on n'a pas ça chez Apple au final. C'est pour ça que je te dis, oui, ça nous paraît beaucoup, mais quand on regarde à l'extérieur, ça reste quelque chose de très Raisonnable. petit et ultra raisonnable par rapport à la concurrence PC / Android / tu prends n'importe quel produit qui est disponible. Fred, pour conclure sur le bilan de Tim Cook, Jérôme nous en parlait un instant. Une obsession forte d'Apple et sous le mandat de Tim Cook, et qui c'est à son crédit, c'est le traitement des données personnelles et privilégier la vie privée. Avec cette explosion aujourd'hui de l'IA, tu crois que c'est quelque chose qui va s'instaurer encore, ou à un moment donné, il va falloir faire un choix? On ne peut pas développer un modèle d'IA sans toucher aux données personnelles. Ben, je pense que ça va perdurer parce que c'est un besoin que tout le monde a. Personne n'a envie d'avoir les effets de bord des données personnelles. Et d'ailleurs, ça va s'accentuer. Vous savez, avec tous les problèmes de sécurité, de piratage, ça va être de plus en plus important. Les données personnelles et même de savoir qui te parle. C'est-à-dire, je pense même entre nous, hein, on en a déjà parlé, mais que chacun va avoir un certificat. C'est-à-dire qu'on pourra dire, oui, je parle bien, l'appel que vous recevez d'Olivier Fréguera, c'est bien Olivier Fréguera, Une signature etc. numérique, tout simplement. Ben oui, les banques le font. Il y a plein de voilà, on appelait ça du TLS, SSL TLS pour les sites web, etc. Et ça va être hébergé par la NTS? Alors, Pardon, excuse-moi, c'est une balle perdue, excuse-moi. C'est Je suis balle désolé, perdue, excuse-moi, effectivement. balle perdue. Non, mais Balle perdue. bon. Il y a des progrès à faire. Il y a des progrès à progrès à faire, faire. mais tout le monde apprend. Mais je pense qu'il y en a qui disent on est très sécurisé. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses. Et l'IA y participera aussi. Il n'y a pas de raison qu'elle participe à pirater, mais elle peut participer aussi à nous protéger. Et du coup, je pense que ça va perdurer. C'est partagé par John Ternus qui a fait beaucoup en sorte dans le hardware que ça soit le cas. De mettre des verrous, voilà, même si des fois on le déplore. Cette puce de sécurité sur les Mac, moi j'ai un trou. Alors, ça s'appelle Secure Enclave, mais Voilà. avant, ça s'appelait T1, T2. Voilà, tu la sais, il y avait puce une T1, puce T2. spécifique. Voilà, quand on Ça était pose sous souvent des Intel, problèmes il y parce avait que T1, T2. quand dans une entreprise, le salarié s'en va et oublie d'enlever son compte iCloud, c'est pas un peu compliqué de pouvoir le récupérer. C'est ça? Ouais. Mais bon, Ouais, tout à fait. Tout ça à montre fait. le niveau de confidentialité des données, de la sécurité des Mac aujourd'hui. Voilà. Donc tu penses que ça va perdurer en clair? Ouais, ça a perduré, ouais. Bon. Et se développer encore, et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est ça qui est confort. C'est la couette douillette dont parlait Laurent il y a quelques émissions. Effectivement, on est bien dedans parce que je perds mon iPhone, si vous voulez, ça m'est arrivé. Hein. Perdre son iPhone, se le faire voler, je stresse pas. J'ai eu un Android, quand vous le perdez. Tu nous avais caché ça. Là, oui, parce que pour le travail, j'avais les deux. Là, tu quand étais vous content. perdez un Android, là, vous commencez à stresser un petit peu si vous payez avec ça, etc. Ouais, c'est clair. Hein. Ok, en tout cas, en ce qui me concerne, moi j'espère que ce sera, on aura l'occasion de continuer, si vous le voulez bien, de commenter encore l'actualité d'Apple, que ce sera un petit peu plus enthousiasmant, dirons-nous, qu'il y a un peu plus de fraîcheur, et puis peut-être ce sera l'occasion de
de voir Tim Cook d'être un peu plus accessible, être un peu moins dans les hautes sphères. Qui sait qu'un jour, maintenant qu'il n'est plus aux commandes, d'ici le mois de septembre, il nous accordera le plaisir de venir dans cette émission. Il ne faut jamais désespérer. Allez, on passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence avec Fred. Oui, là, il y a une grosse annonce Là, cette semaine. Il est tout Eh ouais, excité, terrible. regardez. Il est sur des charbons ardents. Et ouais, je suis sur le charbon et puis j'en ai parlé à Christophe de Grave. Voilà. Lui, il a Et, commandé 18 exemplaires déjà. et ouais. Alors, je vous explique. Dans les années 90, on avait des consoles de jeux, effectivement, chez soi, etc., qui n'étaient pas très chères. Et il y a une société japonaise qui s'appelle SNK qui a décidé de dire la console que vous avez chez vous, on vous propose d'avoir le niveau arcade, le niveau que vous avez dans les salles de jeu. On va pouvoir vous la proposer en version console domestique. Et qui était inimaginable à l'époque. Ce qui est même pas imaginable. On devait payer, aller dans des... Voilà, comme on joue au flipper, on joue au baby-foot, etc. Ça existe encore. On devait payer ces jeux-là. Et il y avait des sprites énormes, des sprites qui dépassaient largement les 32 pixels sur 32. Hein. C'était des trucs énormes avec du hardware énorme. Et donc, ça a été les premiers à oser. Il y avait du Sega, il y avait tout ça. On connaissait Atari, etc. Et c'est les premiers à se dire, on fait des consoles arcade, on va aussi faire des consoles de ce niveau-là. Par contre, ça valait tellement cher que les gamins, la plupart du temps, ne pouvaient pas se l'acheter, comme moi, on ne pouvait pas se l'acheter. En général, on vendait notre ordinateur, notre console pour se racheter autre chose, etc. Par contre, il y avait des adultes ou des gamins qui avaient des parents fortunés qui pouvaient s'acheter. Pour info, c'est à chaque fois qu'on achetait un jeu, c'était l'équivalent de la moitié du prix d'un ordinateur. Donc, si vous voulez, c'était difficile de la qualité s'acheter était exceptionnelle pour l'époque. Hein. Ouais, exceptionnel. Alors, c'est très 2D. Ça s'appelait la Neo Geo. C'est du jeu en 2D, de plateforme, etc. Il n'y avait pas du tout de 3D. Et SNK, qui a été racheté par un fonds d'Arabie Saoudite, qui appartient au prince d'Arabie Saoudite, qui adore la Neo Geo. Lui, il avait les moyens de se l'acheter à l'époque. Du coup, SNK, cette entreprise japonaise, a décidé de rééditer la Neo Geo. Et c'est ce qui est arrivé, ce qui a été ouvert à la vente en précommande. Ça sera livré en novembre. La Neo Geo, elle a été revue, mais c'est le même format. C'est pas des jeux émulés. C'est vraiment, ils ont dû refaire une puce. Notamment dedans, il y avait un Z80 pour le son et un 68 000 Motorola qui équipait tous les ordinateurs, donc on ne sait pas trop. Ils vont devoir refaire un 68 000 parce que Motorola n'a pas publié ses plans. Donc on sait qu'il y a des gens qui arrivent à faire du 68 000 sur d'autres puces, ils ont le droit de le faire, compatible, etc. Donc tout le monde est en effervescence, le monde du jeu rétro est en effervescence sur YouTube, il y a ça partout, et du coup, là, le choc, c'était que ça soit pas émulé, que des jeux ressortent, ils ressortent des jeux, notamment un jeu de tir, de plateforme de tir, qui actuellement, quand vous l'achetez d'occasion, est à peu près à 27 000 €. Donc ils le ressortent, voilà, parce qu'il y en a très peu, c'est très difficile à avoir. Et donc ils le ressortent à 80 €. Ils ressortent 10 jeux à 80 €. J'ai appris qu'il y a 8 jeux qui vont ressortir l'année prochaine en 2027. Et la console, la console, la même avec les grosses cartouches qu'on peut, la console, ils la font à 199 €. Bon, alors vous allez me dire, ils n'ont pas besoin d'argent en Arabie Saoudite, mais là tout le monde est sur le cul parce que c'est pas cher du tout pour ce genre de console. Et donc voilà, j'en ai commandé une en précommande. Sans faire un crédit sur 36 mois. Et c'est bien agréable. En tout cas, le prince a dépensé sans compter. C'est super, compter. On va regarder ça avec intérêt. Laurent, ton coup de cœur cette semaine? Mon coup de cœur, c'est Claude Design. Vous savez que je suis grand fan de Claude depuis des mois et des mois. Donc à l'époque où tout le monde était encore fan de ChatGPT, moi je vous disais. Tu me regardes quand tu dis ça. Je suis très très fan de Claude. Mais ils ont sorti quelque chose. On est à un moment un changement de l'équilibre et tout ça. Alors il y a plein de gens qui disent oui, mais du coup les bons designers, c'est très très rare. Aujourd'hui, de trouver un très très bon designer, c'était très très rare. Et surtout, il y a plein de gens qui ont besoin de design et qui avaient soit pas les moyens de se payer des très bons designers parce que très cher, soit pas savaient pas où aller demander. Tu vois, c'est la relation. Tu as envie d'aller t'acheter un pain au chocolat, tu vas à la boulangerie, tu payes ton euro, tes 2 €, peu importe, et tu l'achètes facilement. Trouver un bon designer, c'est pas toujours facile. Tu vois, est-ce qu'il est bon, combien il prend, comment ça fonctionne. Là, tu te poses pas cette question. Tu charges tout ce que tu as, ou si tu as rien, tu expliques.
c'est quoi ta marque, ce que tu as envie de faire, comment tu as envie de le faire, et tu as un outil pour prototyper et aller au-delà. Moi, par exemple, j'avais un splash screen d'une application que je voulais rendre vraiment sympa, mais ça m'a fait quelque chose d'incroyable. Je voulais animer, tu sais, quand tu as une application, tu as une passe d'attente. Tu sais, souvent on met cette icône qui était vraiment nulle. Je voulais vraiment le personnaliser. J'avais jamais eu le temps de le faire. J'allais pas faire appel à un designer pour faire ça. Il fallait juste que je me mette sur mon Pixelmator. Ouais, mon Pixelmator, passer du temps et j'avais pas le temps à passer. C'est très 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 impressionnant. Et il y a une dimension un peu ludique parce que tu peux te déplacer, tu peux jouer, il y a des curseurs et tout. Franchement, c'est très très marrant. Donc Claude.ai en français et sur le web par contre, parce que pour l'instant il n'est pas dans l'appli intégrée. Voilà. De mon côté, c'est un petit vidéoprojecteur, ça s'appelle le Nebula P1. C'est une marque qui est une filiale d'Anker, c'est le géant chinois, qui a présenté la semaine dernière, il y avait une conférence de presse, ces nouveaux produits. Et, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce projecteur portable. Dans la particularité, c'est qu'il a des enceintes détachables. Donc en clair, vous pouvez avoir un son vraiment sur ondes immersives et vous balader avec les deux enceintes. Pour avoir vraiment une scène sonore le plus large possible en Dolby. Bon, l'écran, c'est pas de la 4K, c'est du c'est du 1080p, mais c'est juste la bonne idée. Évidemment, les enceintes sont sans fil, il y a une batterie, et pour avoir un son spatial, je trouve que c'est une super idée à l'approche des beaux jours, si vous voulez improviser un écran, si vous avez la chance d'avoir un jardin, et si vous voulez regarder les matchs de la Coupe du Monde en Dolby Surround, en Dolby Atmos, avec un petit vidéoprojecteur à la maison, c'est juste une bonne idée. Ça coûte autour des 700 €. Je pense qu'on va pouvoir le trouver un petit peu moins cher. Et bien sûr, dedans, vous avez Google TV pour le côté système d'exploitation. Et puis, vous pouvez bien sûr brancher une Apple TV dessus. C'est pas interdit. Vraiment, l'installation est très simple avec des stabilisateurs, avec une fonction de réglage automatique. Vous savez, de l'angle de la caméra, il n'y a quasiment rien à faire. Donc, c'est de la belle ouvrage. Ça s'appelle le Nebula P1. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 585e épisode dont on refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. Merci Laurent. Merci Fred d'avoir répondu présent pour parler de la fin de l'ère Tim Cook. On aura l'occasion d'en revenir dans cette émission. Et de l'arrivée de la nouvelle avec notre ami John Ternus. On aura l'occasion d'en parler notamment lors de la WWDC en juin prochain. On vous réserve une belle surprise, vous verrez. Je pense qu'on pourra faire une émission tous ensemble, en public. On vous invitera à venir ici, au Village Bailly à Paris, pour suivre cet événement en direct, parce que ça va être une belle fête avec l'arrivée du nouveau Siri, du moins je l'espère. Merci encore pour votre fidélité. On salue Jérôme qui nous a lâchement abandonnés et on se donne rendez-vous. Mais on l'aime, Jérôme. Mais oui, et on se donne rendez-vous on l'aime, Jérôme. La semaine prochaine. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. N'oubliez pas la petite cloche. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut!